Watt FM, le journal. Sidonie Zinkoné. Bonsoir à tous, bienvenue au journal du soir sur Watt FM. Voici les titres. John Dramani Mahama, officiellement président du Ghana, celui-là qui a dirigé le Ghana de 2012 à 2017, a été investi ce jour en présence de plusieurs chefs d'État, dont celui du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le nouveau président ghanéen entame ainsi officiellement son deuxième mandat à la tête du Ghana. 2 questions orales avec débat étaient à l'ordre du jour à l'hémicycle. La première est consacrée au bilan des financements mobilisés par le Burkina Faso. Il ressort ainsi que plus de 365 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le pays aux conférences des partis entre 2020 et 2024 pour le financement de plus de 37 projets. Le CAD déplore l'attitude méprisante du président français Emmanuel Macron. Celui-ci a estimé que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des propos également condamnés par le Sénégal et l'Algérie. C'était là les grandes articulations. Bienvenue à tous. Le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a assisté aujourd'hui aux côtés de ses pairs africains à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. Le nouveau président ghanéen entame ainsi officiellement son deuxième mandat à la tête du Ghana. Devant le juge en chef, John Dramani Mahama a juré de protéger la Constitution, de servir le peuple et de s'investir pour la justice sociale, de protéger et défendre le Ghana. Le nouveau président succède à Nana Akufo-Addo, qui a fait 2 mandats exécutifs à la tête du Ghana. Cette cérémonie d'investiture a connu également la prestation de serment de la vice-présidente du Ghana, professeur Nana Jeanne Akufo-Addo. Dans l'agenda du président du Faso, il était également prévu une rencontre avec la communauté burkinabé vivant au Ghana. À l'Assemblée législative de transition, 2 questions orales avec débat étaient à l'ordre du jour. La première est consacrée au bilan de financement mobilisé par le Burkina Faso à travers sa participation aux conférences des partis et des actions à mener pour le renforcement de l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre le changement climatique. La deuxième question est relative aux modalités de fixation des prix des premières nécessités face à la hausse permanente. Sur ce point, le ministre du Commerce a apporté des clarifications et c'était en présence de notre reporter Alexis Belmnaba. Entre 2020 et 2024, c'est plus de 350 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés par le Burkina Faso aux COP conférences des partis pour la mise en œuvre de 37 projets. C'est le point dressé par le ministre Roger Barrot à la représentation nationale ce 7 janvier. Cette mobilisation des ressources financières prend en compte 5 fenêtres dans les domaines éligibles aux différents fonds environnementaux. Pour le chef du département de l'environnement, ces projets ont eu un impact positif sur la vie de la population burkinabé est visible des actions doivent être menées pour le renforcement de l'engagement du Burkina Faso dans la lutte contre le changement climatique, à commencer par développer et adopter des outils pour accroître les chances d'éligibilité aux différentes initiatives. L'autre préoccupation soulevée, c'est la flambée des prix des produits de première nécessité. Face à cette hausse permanente, le ministre du Commerce la justifie par des facteurs endogènes et exogènes. Les facteurs endogènes sont dus à l'impact de l'insécurité sur la production agricole dans certaines zones, les difficultés d'accès à certaines zones à fort défi sécuritaire dans le cadre des ravitaillements. Mais à cela s'ajoute le non-respect de la réglementation, fait noter le ministre Serge Poda. Au-delà du contrôle régulier des prix et la surveillance du marché et les mesures de régulation pour la sécurisation et de l'approvisionnement continu du marché, plusieurs autres mesures sont mises par le gouvernement. Question de renforcer le tissu industriel national. Le ministre du Commerce révèle également que les opérations de contrôle se sont renforcées ces dernières années afin de rendre accessibles les produits aux consommateurs. À titre d'exemple, comparativement au mois de novembre, les prix moyens au mois de décembre du riz, des huiles alimentaires, du sucre importé connaissent une légère baisse, fait noter le ministre du Commerce. Il s'engage avec son département à continuer les actions de contrôle avec les mesures vigoureuses afin de
de garantir aux populations des produits sains à des prix raisonnables et accessibles. L'Office national de contrôle des aménagements et des constructions était aujourd'hui sur le terrain pour constater le début de la déconstruction de boutiques érigées anarchiquement situées à la zone d'activité commerciale et administrative Zaka. Initialement sortie pour une mission de dernière mise en garde, l'équipe a constaté avec satisfaction le démarrage effectif de la démolition des magasins installés illégalement sur les parcelles de la Zaka. Pour rappel, l'Office de contrôle des constructions avait mis en demeure les populations concernées de démanteler leur installation au plus tard le vendredi 3 janvier 2025, faute de quoi elles se donneraient les moyens de les détruire. En rappel, les textes indiquent que les parcelles de la Zaka sont exclusivement destinées à abriter les immeubles de type R+4 minimum et R+6 maximum avec possibilité de dérogation pour la construction d'immeubles de plus de 7 niveaux. Le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales veut prendre à bras le corps les manquements qui surviennent dans la gestion de la ressource humaine. Pour ce faire, elle a organisé hier son premier cadre de concertation avec l'ensemble de ses responsables de la gestion des ressources humaines. Objectif, renforcer la gestion du personnel pour relever les défis du moment. Cette rencontre a été le lieu pour les acteurs de mener des échanges fructueux afin de faire des propositions pertinentes qui permettront d'assainir la gestion des ressources humaines du ministère. Bourema Amadou. Le ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, qui gère le plus grand nombre de travailleurs de la fonction publique, fait face à de nombreux défis dans la gestion des carrières de ses agents. C'est pourquoi, en ces débuts d'année, ce département ministériel veut jeter les bases des solutions durables pour une gestion efficace de ces ressources humaines. Ce cadre de concertation des responsables de la gestion des ressources humaines est donc le lieu pour l'ensemble des acteurs de mener des échanges en vue de coordonner et de renforcer la gestion du personnel tout en prenant en compte les réalités actuelles du pays. Jacques Sosthène Dengara, ministre chargé de l'enseignement de base, soutient que la réforme du système éducatif commence par la bonne gestion de la carrière des enseignants. Le ministère va se pencher sur cette situation. D'ailleurs, le tout premier conseil de cabinet du Premier ministre a été consacré à la gestion de la carrière des enseignants du ministère en charge de l'enseignement de base. C'était le 2 janvier. Pendant près de 3 heures, la question a été débattue, la question a été mise sur la table. Un autre signal fort encore pour les rassurer que les plus hautes autorités de ce pays font de la carrière donc de l'enseignant une préoccupation énorme. Ils font des sacrifices énormes en étant sur le terrain. C'est l'un des ministères les plus déconcentrés dans les villages. C'est des sacrifices énormes. Nous voulons les rassurer que nous sommes là, c'est toute la journée. Nous allons réfléchir, nous allons travailler davantage à améliorer cette gestion et à répondre davantage à leurs préoccupations. Le ministère chargé de l'enseignement de base met également un point d'honneur sur l'accessibilité de l'éducation en cette période de crise sécuritaire. Grâce aux efforts déployés par les forces combattantes, plusieurs personnes déplacées internes regagnent leur village d'origine. Chose qui pour Jacques Sosthène Dengara a permis de rouvrir plus de 500 écoles en fin novembre 2024. Il rassure alors que des mesures sont prises pour faciliter la reprise des cours dans ces écoles. Beaucoup d'écoles ou beaucoup de villages qui avaient été donc déguerpis ont rejoint. Vous avez suivi la reprise donc de tous les enseignants à Titao par exemple. En novembre, pratiquement tous les enseignants de Titao ont pu rejoindre. Nous avons Djibo qui a été effectivement sécurisé aussi. Nous travaillons à ce que là où les zones sont difficiles, qu'on puisse faire donc un téléportage donc des enseignants à ce niveau. Des perspectives sont en train d'être développées en tout cas pour permettre donc de davantage mettre ces enseignants dans des conditions. Ce cadre de concertation a été institué par arrêté ministériel. Il sera le lieu pour tous les acteurs commis à la tâche de la gestion des ressources humaines du ministère de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales de se rencontrer une fois par semestre pour échanger sur les difficultés du personnel et de proposer des solutions. Dans nos sociétés, lors des fêtes de fin d'année, l'on s'adresse mutuellement des vœux et se souhaite le meilleur pour l'année à venir. Pourquoi le fait-on? Les vœux peuvent-ils avoir un impact à celui à qui l'on souhaite? Quelles sont les résolutions à prendre afin que ces vœux se réalisent? Ce sont autant de questions que nous avons abordées avec Dr Patrice Kouraogo, sociologue et maître de recherche à l'Institut des sciences de la société INSS, et c'était en présence de Sanata Seri.
Le vœu se définit comme étant le vif désir de voir se réaliser quelque chose. Au début d'une nouvelle année, l'on a l'habitude de se souhaiter mutuellement les vœux les meilleurs. Un rituel social qui peut avoir un impact positif sur l'humeur et l'énergie de celui qui le reçoit, mais également de celui qui le souhaite. Ces vœux, selon Dr Patrice Kouraogo, sociologue et maître de recherche à l'Institut des sciences de la société, sont une source d'inspiration, de motivation et d'encouragement pour la personne qui les reçoive. Effectivement, c'est devenu presque une habitude qu'en fin d'année, on se souhaite des vœux. Maintenant, la question, c'est de savoir quel peut être le pouvoir de ce vœu. Je crois que c'est à deux niveaux. D'abord, celui qui souhaite exprime les souhaits pour quelqu'un. C'est-à-dire, je rêve pour vous que vous ayez une situation financière stable, un foyer, pourquoi pas des enfants, la réalisation de vos ambitions. Ça, c'est ce que moi, je vous souhaite. Donc, ça a un pouvoir d'exprimer de façon sincère ce qu'on souhaite pour l'autre. Mais pour celui qui reçoit aussi le vœu, ça a une importance parce que d'abord, on se sent aimé. On vous souhaite quelque chose de bien dans votre vie. Et maintenant, il faut que ça soit sincère parce que souvent aussi, on le fait de façon automatique sans vraiment accorder de l'importance. Même les ennemis souvent peuvent se souhaiter des vœux. Pour Dr Patrice Kouraogo, le premier acteur de la réalisation du vœu, même s'il faut tenir compte de la force suprême capable de l'exorcer, doit être l'intéressé lui-même. Au-delà des vœux exprimés, il faut se fixer des objectifs et prendre des résolutions afin qu'ils se réalisent. On vous souhaite d'avoir un bon mari, d'avoir un foyer, mais si ce n'est pas dans votre programme, si vous travaillez à compte courant, ça va être difficile que ce vœu-là se réalise. Mais si le vœu que quelqu'un vous envoie, il rentre dans votre programme de vie ou de réalisation, dans ce cas maintenant, ça peut se réaliser. Mais entre le souhait et la concrétisation du souhait, il doit y avoir un travail. Celui qui nous souhaite, lui, il exprime l'ensemble de beaucoup de choses pour vous. Mais vous, maintenant, vous devrez à l'intérieur sélectionner ce qui vous arrange et travailler concrètement à ce que ça se réalise. À la question de savoir si les présentations de vœux font partie des valeurs africaines, notre sociologue répond par l'affirmative. À l'en croire, dans les sociétés traditionnelles africaines, il arrive souvent d'observer une halte pour se présenter des vœux, notamment après la saison pluvieuse ou les récoltes, afin de remercier les ancêtres et souhaiter que la saison prochaine soit fructueuse. Watt FM, au-delà de l'information. Jean-Marie Le Pen, homme politique français et fondateur du Front National, est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Figure emblématique de l'extrême droite en France, il avait marqué l'histoire politique en accédant au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Père de Marine Le Pen, actuel député de la droite française, Jean-Marie Le Pen s'est illustré par une carrière politique jalonnée de provocations, de scandales, de coups d'éclat et de percées électorales mémorables. Le CAD a déploré hier l'attitude méprisante du président français Emmanuel Macron, qui a estimé que le dirigeant africain avait oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain, à reconnaître la valeur de ses sacrifices, à estimer le CAD à travers son ministère des Affaires étrangères. Des propos également condamnés par le Sénégal. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lui, a qualifié d'affirmation totalement erronée la sortie du président français Emmanuel Macron relative au départ des militaires français de nombreux pays africains. Je vous propose une lecture croisée des réactions avec Deogracia Star. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron réfute l'idée selon laquelle l'armée française a été contrainte de se retirer de plusieurs pays africains. Pour lui, le départ annoncé des bases françaises aurait été négocié entre les pays africains qui l'ont décrété et la France. Le chef de l'État français ajoute que c'est par politesse que la France a consenti la primeur de l'annonce à ses États d'Afrique. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Suite à ces allégations, le Premier ministre sénégalais n'a pas tardé à réagir dans la soirée du 6 janvier, précisant qu'aucune discussion ou négociation n'a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté en tant que pays libre
libre, indépendant et souverain. Et au ministre chargé des Affaires étrangères du Tchad d'affirmer que les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain et reconnaître la valeur de ses sacrifices. La France reproche également aux pays africains l'ingratitude. Emmanuel Macron estime que ces pays devaient remercier la France pour son apport dans les secteurs du développement de l'Afrique, comme la sécurité, et que le continent africain doit sa souveraineté à la France. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Ces propos n'ont pas été du goût de Ousmane Sonko, qui pense que la France n'a ni la capacité ni la légitimité pour assurer à l'Afrique sa sécurité et sa souveraineté. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité et la sécurité du Sahel. Du côté tchadien, Abderrahmane Koulamala martèle que la construction de l'armée tchadienne n'est pas l'œuvre de la France. Le porte-parole du gouvernement du Tchad invite aussi les partenaires du Tchad, y compris la France, à intégrer son aspiration à une souveraineté pleine et entière. Il a ajouté que la France devrait concentrer ses efforts sur la résolution des problèmes qui préoccupent le peuple français plutôt que de s'en prendre à l'Afrique. Il faut noter que les déclarations de Emmanuel Macron ont été prononcées ce 6 janvier à l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs français. Lors de la conférence annuelle des ambassadeurs français à l'Élysée, Emmanuel Macron a également dénoncé la détention de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien arrêté en Alger en novembre dernier et placé sous mandat de dépôt. Il a déclaré que l'Algérie se déshonorait en empêchant un homme gravement malade de se soigner. Macron a également demandé la libération immédiate de l'écrivain. En réponse, le bureau de l'Assemblée populaire nationale a critiqué ce qu'il considère comme une atteinte à la souveraineté algérienne. Il a déclaré que ses propos visaient à déformer l'image de l'Algérie et de ses institutions souveraines et a réaffirmé que cette affaire est traitée conformément aux lois du pays. Critique du pouvoir algérien, Boualem Sansal, 80 ans, est incarcéré pour atteinte à la sûreté de l'État après son interpellation à son arrivée à l'aéroport d'Alger. Et puis en Chine, un puissant séisme est survenue aujourd'hui dans le sud-ouest du pays. Cette catastrophe naturelle a fait au moins 95 morts et 130 blessés. Elle a provoqué également l'effondrement de nombreux bâtiments, l'ensevelissement partiel de certains véhicules selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes. Il s'agit d'un séisme de magnitude de 6,8. FM. Et puis nous poursuivons avec notre série de récapitulatifs des activités de 2024. Aujourd'hui, nous marquons un arrêt sur le sport. 2024 a été marqué par des parcours moins reluisants comme celui de la CAN en Côte d'Ivoire. Mais des Burkinabés se sont illustrés et de la plus belle des manières au cours de l'année écoulée, comme en log lift et en athlétisme. Flashback sur les faits sportifs marquants de 2024 avec Yassine Sawadgo. Beaucoup d'événements sportifs ont marqué l'année 2024 au Burkina Faso. En football, avec la compétition continentale ou encore la Coupe d'Afrique des Nations. 2023, organisée par la Côte d'Ivoire et jouée en début d'année 2024, soit de janvier à février. Les étalons du Burkina y ont pris part, leur 13e participation dans l'histoire, à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le 11 national, sous la conduite du sélectionneur français Hubert Velud, s'est vu stoppé en 8e de finale par le Mali. Comment pouvait-il en être autrement quand on se rappelle de cette seconde crise liée à la subvention des clubs de l'élite? L'année 2024 aura donc débuté sans répit. Le championnat national connaîtra un second arrêt en février et avril 2024 sans toutefois trouver une solution définitive à la question du prélèvement sur les subventions. À la reprise, l'AS Douanes en championnat et l'EFO en Coupe du Faso tirent les marrons du feu et remportent les deux principales compétitions de notre football. Après cette saison tumultueuse, une nouvelle équipe prend les rênes de la Fédération burkinabé de football. Le colonel-major à la retraite, Oumarou Sawadogo, seul en liste, succède à Lazare Bansé.
Les arts martiaux ont également retenu l'attention des Burkinabés en 2024. Le karaté-do, en passant par le Vietnam Viet Pho Dao, pour ne citer que ces disciplines, beaucoup de succès tant national qu'international. Le plus récent est celui du championnat national de karaté de la zone Ouest 2 en Côte d'Ivoire, où le Burkina Faso a conservé son titre de champion régional et même devant le pays hôte. Les athlètes se sont fait la grosse part avec 17 médailles en or, 11 en argent et 16 médailles de bronze. Pour revenir au sport individuel, de belles performances ont couronné l'année 2024. Le champion du monde de log lift, Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou alias Iron Bibi, a encore fait parler de lui. À Birmingham, en Angleterre, l'homme le plus fort a soulevé une charge de 231 kg, battant ainsi son propre record. Iron Bibi ne compte pas s'arrêter là. Le natif du Bobo Dioulasso cible un autre record du monde, 240 kg. En athlétisme, Hugues Fabrice Zango a porté le Burkina Faso dans plusieurs compétitions. Le meeting de l'heure en France, le championnat d'Afrique d'athlétisme tenu au Cameroun, les 13e Jeux africains à Accra au Ghana, entre autres. Le désormais docteur n'a malheureusement pas rassuré aux Jeux olympiques de Paris. En cyclisme, plusieurs compétitions ont pu être organisées. Celle qui a retenu l'attention des Burkinabés est le Tour du Faso. Le 35e Tour du Faso a tenu toutes ses promesses avec le sacre du Maroc. Le Burkina Faso s'est signalé une seule fois en remportant l'étape de Bobo. Un fait majeur de ce Tour du Faso est la suspension du Tour du Faso du calendrier de l'Union cycliste internationale UCI. La Fédération burkinabé du cyclisme a également renouvelé ses instances. C'est le président sortant, Amédée Iyansbéré-Oudougou, qui a été réélu à l'unanimité pour 4 ans. Et c'est la fin de ce journal. Alphonse Déduit était à la manœuvre technique. Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer. Les rendez-vous de la rédaction de Watt FM. Tous les jours, suivez les traitements exclusifs de l'actualité nationale et internationale proposés par une équipe dynamique et proactive sur votre radio. Les infos sur Watt FM, c'est en français Moré et Dioula. Des interviews exclusives avec de grandes figures de la vie publique dans le journal et de grands reportages. Watt FM, l'information juste.